Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons maintenant attaquer la théorie des transformations et donc faire le lien entre ce que nous avons vu et la formulation matricielle. Alors, faire cette relation n'est pas très difficile. Considérons l'équation de Schrödinger. Donc on a H UK de R égale EK UK de R, où H est l'hamiltonien, l'opérateur hamiltonien, qu'on va souvent distinguer en mettant un petit chapeau ici pour le différencier des matrices. UK est un ensemble de valeurs propres de l'hamiltonien, de fonctions propres de l'hamiltonien, pardon, qui forment un ensemble orthonormal, comme nous l'avons vu, et EK sont les énergies associées, qui sont des nombres réels. H est donc un opérateur dit hermétique, car ses valeurs propres sont réelles. Alors H a la forme, alors c'est pas très important, mais rappelons-le, H a la forme P carré sur 2m plus le potentiel V de R, ou H bar carré sur 2m, variation au carré, variation de variation avec la position, plus V de R. Bon, c'est pas très important pour nous ici. Alors, l'ensemble des valeurs propres, ici, peut être discret ou continu. On l'a vu avec un électron dans un puits de potentiel. S'il a une énergie suffisamment faible, il est coincé dans le puits et a un ensemble de valeurs propres pour l'énergie qui est discret. Et s'il a une énergie plus grande, à ce moment-là, on a un ensemble continu de valeurs pour l'énergie, donc un ensemble continu de valeurs propres. Donc, selon le cas, quand on fait les développements, les divers développements, on va utiliser une somme sur K, ou bien une intégrale. Une somme sur les différentes valeurs de K, ou bien une intégrale avec un dk. Pour regrouper les deux notations, on utilise parfois grand S de K pour dire c'est une somme ou une intégrale, on passe de l'un à l'autre selon les besoins. Et on utilise une notation générale. S pour somme et qui ressemble en plus à une intégrale. Alors considérons maintenant un opérateur quelconque, grand oméga, qui peut être l'opérateur impulsion par exemple, ou l'opérateur hamiltonien pour un autre potentiel, ou qui pourrait encore être bien autre chose. Et il a un ensemble de valeurs propres V mu de R, avec les valeurs propres oméga mu, où mu est à nouveau un ensemble d'indices discrets ou continus. On peut alors développer et alors donc, puisque ce sont les valeurs propres, oméga V mu égale oméga mu V mu, bien sûr. On peut développer les valeurs propres, les fonctions propres sur les fonctions ici. Ça, c'est quelque chose que nous avons déjà vu. On peut écrire une valeur propre donnée, V mu de R, comme étant la somme généralisée sur K de UK de R fois un certain coefficient WKR. Et pardon, WK mu. Je vais avec mon R. WK mu. Et inversement, on trouve les valeurs WK mu en faisant l'intégrale, cette fois-ci c'est réellement une intégrale, de UK astérisque, donc le complexe conjugué, fois V mu d cube R. Donc,
Et on peut demain développer les UK sur cet ensemble-là. Donc on peut faire exactement l'inverse. Égal la somme généralisée, cette fois-ci, sur mu, des V mu de R fois W K mu. Alors, on peut voir les W K mu ici, les différents coefficients, comme une matrice. Donc W, une matrice dont les lignes seraient indicées par K et les colonnes par mu. Donc on a une matrice W. Et on vérifie facilement en utilisant le fait que U et V sont des ensembles de fonctions orthonormales. On vérifie facilement que W est une matrice unitaire. Donc W fois W croix égale 1 et inversement. Alors on peut aussi étudier la transformation de l'hamiltonien. Donc on va écrire H'KL égale l'intégrale de U astérisque K fois l'opérateur hamiltonien fois UL d cube R. Et ceci, puisque les U sont des valeurs propres, des fonctions propres de H, et étant donné que les U forment des fonctions orthonormales, c'est égal à delta KL EK, où la fonction delta de Dirac, K moins L, EK, selon que K est un indice continu ou discret. Continu, on a une fonction de Dirac, discret, on a un delta de Kronecker. Donc, les H'KL forment eux aussi une matrice qui représente l'opérateur hamiltonien, et c'est une matrice diagonale. C'est-à-dire qu'elle n'a de valeur que sur la diagonale, et ces valeurs sont les valeurs propres de l'opérateur, c'est-à-dire les énergies, les différentes énergies possibles. On peut aussi transformer H en utilisant les V, les autres fonctions. Pardon, mu, nu, mu, V mu, H, V, V nu, d cube R. Et on va noter H seconde pour le distinguer de l'autre. On obtient une autre matrice, et comme les V sont des valeurs propres de oméga, mais ne sont pas des valeurs propres de l'hamiltonien, ou pas nécessairement, alors ceci n'a pas de raison d'être égal à ceci, et donc H seconde est une matrice non diagonale. On calcule, sans trop de difficulté, que l'on a W H seconde fois W croix égale H'. Donc, on peut dire que H' est la matrice qui représente l'opérateur avec les UK, c'est-à-dire dans la représentation énergie, et H seconde est la matrice qui représente l'opérateur hamiltonien dans la représentation des valeurs propres de oméga. Et W est la transformation unitaire qui permet de passer d'une matrice à l'autre, comme nous avions vu avec les matrices.
Alors, si on a un ensemble quelconque de valeurs propres d'un opérateur, ça peut être l'impulsion, avec les valeurs propres de l'impulsion, ou tout autre opérateur qui s'avère pratique pour un problème donné et dont on connaîtrait les fonctions propres. À ce moment-là, on peut calculer facilement la matrice H seconde, et alors on peut dire que résoudre l'équation de Schrödinger, c'est diagonaliser la matrice. Donc résoudre l'équation de Schrödinger se résout à un calcul sur les matrices qui consiste à le diagonaliser de manière à trouver les valeurs de l'énergie. Et dans le processus, on trouve la matrice W qui permet de faire le calcul. Et donc, la matrice W permet de calculer les valeurs propres pour chaque valeur de l'énergie. Donc, résoudre l'équation de Schrödinger, c'est équivalent à diagonaliser une matrice. Un troisième cas intéressant, c'est de considérer la représentation naturelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la représentation naturelle ? La représentation naturelle, c'est celle en fonction de la position. Donc, dans ce cas-là, si on indice nos matrices par la position, R, on a la matrice unité, R', qui est égale à delta R moins R'. Et une matrice diagonale, dans cette représentation, se représenterait en faisant ça fois une certaine fonction de la position. Alors, on peut généraliser ça à l'opérateur hamiltonien, et ceci donne une matrice diagonale. On peut généraliser ça avec l'opérateur hamiltonien et considérer l'opérateur agissant sur delta R moins R'. Alors H n'est pas une simple fonction, c'est un opérateur différentiel, et donc la matrice ainsi obtenue n'est pas une matrice diagonale. Elle donne des variations pour des petites variations de x, et donc on obtient en fait une matrice presque diagonale, mais avec des valeurs situées de part et d'autre de la diagonale, avec des écarts infinitésimaux, donc une matrice un peu particulière, R étant un indice continu. Alors on peut se demander, tiens, et on va appeler ceci la matrice H, sans mettre de prime ni de seconde. Et on pourrait dire, tiens, quelle est la transformation qui permet de passer de cette matrice-là à la matrice H'. Donc, U, H, U croix, égale H'. Alors, on peut faire le calcul, c'est un peu lourd, hein, chaque fois, je ne vous encombre pas du détail de tous ces calculs un peu compliqués avec des intégrales. On calcule que U est simplement l'ensemble des valeurs propres ici. Tout simplement. C'est-à-dire que, à une conjugaison complexe près, UK R, donc les éléments de la matrice, UKR, sont simplement les fonctions UK de R astérisque, donc le complexe conjugué. Tout simplement. On peut se dire, tiens, on pourrait faire la même chose avec les fonctions propres ici, et définir une matrice V qui est donnée par donc V mu R, qui est donnée par les fonctions V mu de R astérisque. On peut faire ça tout à fait. Et alors on vérifie qu'effectivement, si on fait V, H, V croix, le calcul montre que l'on obtient tout simplement H seconde. Ni plus ni moins.
Et on vérifie même que, ce qui paraît naturel si on regarde l'ensemble des transformations, que W est égal à U fois V croix. Donc, les trois transformations unitaires, W, U et V, sont liées entre elles. Alors, faisons une petite synthèse. On a H, H' et H seconde, trois matrices différentes pour le même opérateur hamiltonien. Pourquoi plusieurs matrices? Mais parce que on a utilisé trois représentations différentes de l'opérateur, respectivement la représentation en position coordonnée, la représentation énergie et la représentation oméga. Et ces trois matrices sont peut-être différentes, mais elles ont les mêmes valeurs propres, qui est la chose la plus importante en fait. Avec des transformations d'une matrice à l'autre, avec les transformations unitaires U, V et W données par les fonctions propres des différents opérateurs. Alors si on considère une fonction quelconque, psi alpha de R, ici alpha ne représente pas nécessairement un jeu d'indices complet, c'est juste pour caractériser la fonction. Et c'est une fonction absolument quelconque. Donc même si on en prend plusieurs, elles ne sont pas nécessairement orthonormales, c'est des fonctions absolument quelconques. On peut toujours développer cette fonction sur AK alpha UK de R, d cube R. Donc on peut toujours développer cette fonction sur les fonctions propres UK, comme on l'a fait avec les V, par exemple, dans d'autres cas, dans d'autres vidéos. Et on peut alors utiliser ça pour donner que AK alpha est égal à l'intégrale de UK star fois psi alpha d cube R. Donc, on peut alors donc l'écrire sous une forme matricielle. Psi alpha est égal à U croix fois une certaine matrice A dont les éléments sont donnés ici et pardon, je dis une bêtise, fois A alpha et ce qu'on a ici, ça c'est une matrice, et psi alpha n'est indicé que par R, un seul indice, on appelle ça une matrice colonne. Donc une matrice d'une seule colonne, mais indicée par un indice quelconque, ici R. De même, A alpha est une telle matrice colonne. Et on effectue donc un produit matriciel comme pour les matrices normales. C'est ce qu'on appelle les matrices colonnes ou les matrices lignes, bien sûr, pour une qui serait horizontale d'une seule ligne. On peut de même faire de même avec la matrice V. Psi alpha égale V croix fois B alpha, B une autre matrice. Et on vérifie que A alpha est obtenu par W, la matrice W, fois B alpha. À nouveau, on retrouve le même type de relation que précédemment, à savoir qu'on a
trois matrices, psi alpha, A alpha, B alpha, qui sont des matrices colonnes, qui sont toutes des représentations du même état. Et elles se transforment avec U, V, W, de la même manière que pour nos opérateurs. Notons qu'une telle transformation laisse la norme inchangée. Ceci est dû au fait que les transformations sont unitaires. On avait vu ça avec les matrices. La norme de ces matrices ces matrices colonnes, qui sont équivalentes à des vecteurs, leur norme est inchangée. Donc si on a normalisé un état, qu'on le représente par une matrice colonne, sa norme est 1, et si on fait des transformations, sa norme reste égale à 1. Alors on peut voir ça comme par une représentation géométrique. Donc on a des vecteurs représentés par un certain nombre d'indices, qui peut être infini, et même infini continu, comme ici. Et donc on a un espace de valeurs avec un vecteur qui représente une valeur bien précise dans cet espace, et le nombre de directions dans cet espace peut être fini, comme pour l'espace ordinaire, ou infini et même infini continu. On l'appelle ici, dans ce cas-ci, un espace de Hilbert. Nous en avions déjà parlé. Et les vecteurs représentent donc des points, les états représentent des points dans cet espace. Cet espace est noté d'axes qui permettent de mesurer les différentes positions, un peu comme pour l'espace ordinaire, où on a gauche-droite, avant-arrière, haut-bas, ou bien les latitudes, longitudes, différents systèmes. De même, ici, cet espace plus vaste, plus gros, cet espace de Hilbert, on va utiliser un ensemble d'axes, c'est-à-dire un ensemble de directions, donc une base, constituée par un ensemble d'états orthonormés, c'est-à-dire des fonctions propres, qui peuvent être vues comme des matrices colonnes, des vecteurs, des états propres, U, V ou autres. Dans ce cas-là, on définit un produit scalaire, par exemple pour deux vecteurs colonnes, deux matrices colonnes déterminées, on le note avec des parenthèses, psi alpha, psi bêta, et qui prend pour valeur psi alpha croix fois psi bêta. Donc c'est une méthode pour multiplier des vecteurs et qui a l'avantage de ne pas dépendre de la représentation. Notez que puisque psi alpha est une matrice colonne, en prenant le conjugué hermétique, on fait la transposer, donc ça devient une matrice ligne, et conjuguée, et une matrice ligne fois une matrice colonne, ça donne un simple nombre. Donc le produit scalaire est un simple nombre. Et il correspond à ce que nous avions noté pour les vecteurs, à vous rappeler, ou pour les nombres complexes. On avait noté pour un nombre complexe C la norme de ce nombre complexe. C'est tout à fait équivalent. Ça représente la grandeur du vecteur. Et on vérifie que cette grandeur, donc cette norme, est invariante sous les transformations unitaires. Donc une transformation unitaire, comme U, V ou W, transforme un vecteur mais sans changer sa taille. Donc ça correspond à faire tourner le vecteur dans l'espace de Hilbert, pas dans l'espace ordinaire, et donc ça correspond à une rotation dans cet espace. Si j'agis avec un opérateur quelconque, par exemple oméga, j'agis avec oméga sur mon état psi alpha, je vais obtenir un autre état psi bêta, mais qui cette fois-ci n'a pas de raison de garder la même norme.
Oméga est un opérateur quelconque, il peut transformer l'état en n'importe quoi. Dans ce cas-là, on parle plutôt de rotation généralisée. C'est-à-dire que l'état, le vecteur dans l'espace de Hilbert va tourner et en même temps, il va changer de taille. Voilà, bon, j'espère que c'est pas trop abstrait. Et pour décrire comment on fait le lien entre la théorie de Schrödinger, la mécanique quantique que nous avions vue, et ces représentations matricielles qui sont souvent d'ailleurs plus simples en écriture. Et dans la prochaine vidéo, nous ferons une assez courte vidéo d'ailleurs pour montrer comment tout cela, cette représentation matricielle, se relie aux notations que nous avions vues, des notations brackets, les notations de Dirac. Nous verrons comment elles se représentent. Et dans ces notations, l'écriture de beaucoup de relations est encore plus simple. C'est pas pour rien que Dirac a inventé cette notation. Donc, nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.